On arrive pile à l'heure pour prendre la mer. Ah, c'est là le bateau. C'est notre bateau, ça. On va même pouvoir se baigner avec des thons. Nous allons embarquer sur le Tuna Tour avec David Puente comme capitaine. Voilà. Bonjour, Élise. Élise, la journaliste. Comment allez-vous? Bien. Très bien. Et il y a beaucoup de... De thon? Oui, 300 thons. 300 thons? Il mesure 2 mètres, 2 mètres 50 et il pèse entre 200 et 250 kilos. Ok. Ok. C'est une aventure. Ah ouais, c'est une aventure. Là, il vient de me dire que je vais nager avec 300 thons qui font 250 kilos. Ok. Oui, Élise, nager avec des thons. Mais attention, pas n'importe lesquels. Pas ceux des boîtes de conserve, non. Le thon qui vaut de l'or, le thon rouge pêché en Méditerranée. Une pêche miraculeuse pour ceux qui vivent de ce business. David Puente travaille pour l'un des plus gros industriels du thon rouge d'Espagne. Il nous emmène jusqu'aux piscines où ils sont engraissés une fois qu'ils ont été capturés. Chaque année, on pêche les thons et ils peuvent rester dans ces piscines jusqu'à un an et demi. Lorsque notre ferme d'engraissement est pleine, on peut avoir jusqu'à 13 à 14 000 thons rouges. Et où sont vendus ces thons? Ils sont vendus dans 32 pays. Notre principal client, c'est le Japon. Combien se vend un thon de 200 kilos qui sort de vos fermes ici, au Japon? Environ 6 000 euros. Et en fonction du morceau de thon, nous vendons le kilo entre 40 euros 40 euros? et 60 euros. C'est un bon business. Oui, oui. It works well. Ça marche bien. Allons voir ce thon rouge de plus près. Les chaussons de plongée, et c'est parti. Ok. Ready to go? À nous les gros poissons. Mais une fois dans l'eau, on a beau guetter les thons, ils se sont fait la malle. Et les pêcheurs ont beau balancer de la sardine pour les appâter, rien n'y fait. Je me fais quand même jeter des poissons sur la figure, là. Pas simple, la baignade avec les thons. Pourtant, ils sont bien là, ces thons rouges qui valent leur pesant d'or, juste en dessous de nous. Des thons qui ont failli disparaître au début des années 2000. Le thon rouge est-il menacé? En tout cas, il est de plus en plus pêché. Le thon va-t-il disparaître de notre alimentation? La Méditerranée vidée de ses bancs de thon rouge, c'est ce que prédisent écologistes et scientifiques d'ici 5 ans, si rien ne change. S'ensuit une bataille qui va durer plusieurs années entre les pêcheurs français et Greenpeace. L'ONG accuse les thoniers de pêcher toujours plus, sans se soucier de la ressource. Les activistes n'hésitent pas à passer à l'action. Les pêcheurs contre-attaquent. Des militants harponnés, des ports bloqués, les autorités finiront par mettre un terme à cette bataille navale. Elles décident de limiter les captures, de mettre en place des quotas et de contrôler les bateaux. Des actions efficaces. 15 ans plus tard, le stock de thon rouge est reconstitué. Et c'est comme ça que Lise peut nager avec ses thons à 6 000 € pièce. Mais qui profite aujourd'hui de cet or rouge? Eh bien, précisément ceux qui étaient accusés par le passé de piller la ressource au point de la faire disparaître. En France, le thon rouge, c'est avant tout une affaire de quotas. Et dans la pêche, quand tu as du quota, tu as le magot.
Ceux qui se le partagent depuis plusieurs générations, ce sont quelques familles. Le clan des Sétois. Il y a les Scanapieko. Juste en face, les Lubrano. Sur un autre quai, on trouve les Dirocco et les Giordano. Les plus puissants de tous sont les Avalon. À la tête de la profession, il y a un marin, un chef, un parrain, comme il l'appelle ici. Il y avait deux métiers à choisir. Il y avait le métier de pêcheur et le métier de truand. Nous, on a choisi le métier de pêcheur. On est en liberté surveillée. Dans les années 90, Jean-Marie Avalon est l'un des principaux armateurs de thon rouge. Le pêcheur, il a le truand. Oui, obligé à truand autour de la obligé. Les Avalon, une famille qui a du répondant. Le coup du harpon, c'était un de leurs marins. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. Pour préserver la ressource, des quotas ont été mis en place. Un quota, c'est quoi un quota? Chaque tonnier a le droit de pêcher une certaine quantité de poissons et pas 1 kilo de plus. Sur le port de Sète, chacun préfère rester discret sur son quota, et même le minimiser, car ces droits de pêche attisent les convoitises. Pour faire parler les marins, on envoie Antoine. Et vous avez quoi comme quota, par exemple? 106 tonnes. Vérification faite, c'est 133 tonnes. J'ai vu 254 tonnes, je crois. Vous me la prenez. Ouais, d'accord. 250, 260 ou 230. Je sais pas. C'est bien 254 tonnes. Sur celui qui est derrière nous, là, par exemple, Chris Derrick, c'est quoi? Une centaine de tonnes à peu près. 120 tonnes, ouais, Ouais, c'est en fait 229 tonnes. S'ils sont si évasifs, c'est sans doute parce que derrière toutes ces tonnes de thon rouge se cache une jolie somme. Chaque tonne pêchée se vend 10 000 €. Ce tonnier, le Janvier Louis-Raphaël, appartient à Raphaël Scanapieko. 254 tonnes de quota par an. Il peut espérer en tirer 2,5 millions d'euros. Quant au Avalon, propriétaire des Jean-Marie Christian III, Jean-Marie Christian IV, Jean-Marie Christian VI et le Jean-Marie Christian VII, en tout, 1224 tonnes de thon rouge par an, l'équivalent de 12 millions d'euros. Une pêche qui rapporte un max et en un minimum de temps. Dans quelques heures, tous les tonniers du clan sétois vont partir en mer. Le but, pêcher tout le quota en un temps record. Vous partez combien de temps, du coup? 2 jours. Et on pêche tout le quota sur 15 jours ou on y retourne plusieurs fois? Tout le quota. Ok. Ça paraît insensé, mais c'est pourtant la règle. Chaque année, les tonniers partent au maximum 1 mois en mer. Une période imposée par les autorités pour ne pas menacer une nouvelle fois l'espèce. Et après, les bateaux, ils font quoi? Rien. 11 mois sur 12, ok. Dans le port de Sète, Bonjour, messieurs. ces 11 mois à quai font grincer des dents. De la campagne. Ouais. C'est vous le patron? Non. Non? C'est pas... On ne travaille pas pour le temps, en fait. Ah, ok. Nous, on fait les chaluts. Ok. Ouais, vous bossez toute l'année? Ouais. C'est non-stop. Alors qu'ici, c'est dingue, ils me disent en 3 semaines, c'est plié pour l'année, quoi. C'est pas gagner un bras de mois. Ouais. C'est 30 000 € ou 15 000 €. Ah ouais. C'est pas du travail, je reste chemin avec le vélo. On a fait le calcul. En moins d'1 mois, 20 tonniers vont pêcher 3 929 tonnes de thon rouge. C'est environ 39 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les tonniers se sont accaparés les quotas. Et ceux qui en ont fait les frais, ce sont les petits pêcheurs. 89% du quota français de la Méditerranée
appartient donc à une poignée d'armateurs. Le reste, les 11%, les miettes de thon, ce sont 122 bateaux qui se les partagent. Leurs moyens n'ont rien à voir avec ceux de la pêche industrielle. Non loin de Sète, à Port-la-Nouvelle. Le Rosette André part en mer pêcher le thon rouge. C'est l'un des 122 bateaux de la petite pêche. À la barre, Frédéric Reste. Son quota n'a rien à voir avec ceux des thoniers. Il a le minimum, 825 kilos pour être précis, qu'il a le droit de pêcher entre mars et décembre. On va se mettre là à 4000 et on va caler, on va sortir. Et pour pêcher ce thon rouge à la palangre, c'est toute une histoire. Là, on n'a pas de tête. D'abord, patiemment, poser 600 appâts. Puis dérouler 12 km de ligne. Et parfois, se battre avec les mouettes. Ils arrivent. Quand ils s'y mettent, qu'ils arrivent, ils nous mangent les appâts avant qu'ils coulent. Voilà, les jeux sont faits. Il n'y a plus qu'à laisser les lignes dériver. La nuit venue, c'est reparti. Il faut remonter la ligne, mètre par mètre. Avec parfois de faux espoirs. Tu l'as vu le poisson? Attends, là, tiens ça, là, moi je vais foutre le cul dans la ligne. Oh, je l'ai manqué. Ah, je ne vois plus. Je l'ai manqué. Au bout du 400e hameçon, sans rien avoir pêché, on commence à douter. Vous arrivez de rien pêcher? Alors, heureusement, oui. C'est rare, mais ça arrive, ouais. Ça arrive. Bon, il y a encore 200 hameçons, donc tant qu'il y a du filet de l'espoir. Et enfin, capturer un thon rouge. C'est pas un gros. Puis un second. Toujours eu celui-là. En tout, 36 kilos pêchés en une journée. Mais on dit quand même que ça se mérite, hein. Plutôt comme ça, Ce métier est rien de facile. Ils sont nombreux, les petits pêcheurs, à rêver de pouvoir capturer ce thon rouge. Mais pour cela, il faut détenir une autorisation de pêche. Et là, c'est le parcours du combattant. Chaque année, l'État délivre les autorisations de pêcher le thon rouge au compte-gouttes, laissant sur le carreau beaucoup de pêcheurs, comme Pascal. Vous savez combien de temps que vous demandez à pouvoir pêcher le thon rouge? 10 ans à peu près. Ah oui, 10 ans. Ouais. Et toujours pas, quoi. Et toujours pas. Et tous les ans, je fais la demande et tous les ans, on me la refuse. Il y a beaucoup de pêcheurs dans cette situation? Énormément. Il y a à peu près une centaine de demandes par an pour 5-6 places. Et vous, si jamais vous en aviez une autorisation de pêche, vous demanderiez combien, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en quantité de thon rouge à pêcher? Parce qu'une tonne maxi, ça serait très bien. Même 500 kilos, 700 kilos, le quota social-économique. Vous seriez déjà content, quoi. Ça serait très bien, oui. Pour se faire entendre, Frédéric Reste et Bertrand Cazalet, du syndicat des petits métiers de l'Occitanie, ont justement attaqué devant le Conseil d'État cette répartition des quotas. Ils reprochent au système de se baser sur un seul critère, l'antériorité. C'est quoi l'antériorité? C'est tout bête. Plus tu as pêché par le passé, plus tu auras le droit à du gros quota. Et peu importe si en pêchant beaucoup, tu as menacé la ressource. Logique, non? C'est une prime, en fait, à ceux qui ont pêché beaucoup à un moment donné, mais il y a un risque avec ce système-là. On a tendance surtout à concentrer le quota entre les mains d'un nombre réduit d'opérateurs. Ça équivaut
à privatiser quand même un peu une ressource qui est publique au détriment des autres. Nous, on n'a rien, on ne demande pas de gros quotas. Le but, encore aujourd'hui, c'est d'ouvrir la pêcherie à beaucoup de bateaux avec des petits quotas pour qu'ils puissent travailler cette espèce. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Depuis, leur recours a été renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier. D'un côté, la petite pêche, qui rame pour récupérer ses fameuses autorisations de pêcher le thon rouge. De l'autre, les gros armateurs, le clan des Sétois, qui n'a aucun mal à les obtenir. Vous vous souvenez les 89% du quota détenu par les thoniers? En fait, la pêche industrielle en possède encore plus. On se plonge dans la liste des heureux bénéficiaires des autorisations de pêche du thon rouge. Et voici ce qu'on remonte dans nos filets. Un certain nombre de petits bateaux appartiennent en réalité aux armateurs des gros thoniers. On retrouve les Giordano ou encore les Lubrano et les Dirocco. Ceux qui en possèdent le plus, les Avalon. Ils sont propriétaires du 2 frères 1, du 2 frères 2, du 2 frères 3, 2 frères 4 et du 3 frères 2. Comment les gros armateurs ont-ils réussi à monopoliser les quotas de thon rouge? Nous nous rendons à la Satohan, l'organisation qui rassemble les pêcheurs de thon rouge à Sète. Nous allons interviewer Bertrand Wendling, son directeur général. Bonjour, vous allez bien? Physique de rugbyman, spécialité maison, défense intraitable des patrons thoniers de Sète. Alors, interview Bertrand Wendling, fichier 2. Je vous montre ce graphique. Pour ceux qui pêchent en Méditerranée française, on est bien d'accord, 20 thoniers, ils sont ici, se partagent 89% des quotas, voilà, c'est cette partie-là du camembert, et 120 bateaux, cette fois c'est la petite pêche comme on dit, se partagent les 11% restants, c'est cette petite partie bleue-là du camembert. J'ai envie de dire, ils se partagent les 120 de la petite pêche, les miettes de thon, hein, pas grand-chose d'autre. Alors, c'est deux pêcheries complètement différentes. Ceux qui pêchent les 11% sont des petits navires avec 1 ou 2 personnes à bord qui pêchent à l'hameçon. Donc, ils font des sorties de 1 journée, pas plus. Et moi, je ne vous parle pas de ça, je vous parle des quotas, moi. Mais justement, j'y viens. Oui. On ne peut pas pêcher autant de poissons à la ligne qu'à la Seine. D'accord. Voilà. Donc, et ensuite, comment se fait la répartition des quotas? C'est toute la base de la question est là. Cette répartition, elle est basée sur les antériorités de pêche, c'est-à-dire sur les quantités que ces bateaux pouvaient pêcher il y a quelques années. Donc, il y a des années de référence qui permettent de calculer les modalités de répartition de ce quota-là. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que plus les thoniers ont pêché par le passé, plus ils ont aujourd'hui des quotas de pêche importants. Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est un principe de répartition juste? C'est le principe de répartition des quotas au sein de l'Union européenne, ainsi que la France. On se base sur, il faut bien se fixer sur une base, et cette base, c'est les antériorités de pêche. C'est quand même fou, ceux qui ont pêché le plus. Et donc, ceux qui ont contribué à faire baisser les stocks de thon au point de menacer la ressource sont quand même ceux, aujourd'hui, qui ont le plus de quotas. Mais ils ont acquis des droits. Et ces droits sont des droits officiels, alors que les petits métiers ne déclaraient pas et n'ont pas acquis ces droits. D'accord, mais vous ne répondez pas vraiment à ma question. Est-ce que cette règle qui s'applique à tous, pour le coup, c'est-à-dire la répartition par antériorité, répartition des quotas par antériorité, ne vous choque pas? Non. En fait, on n'est pas les seuls à s'interroger sur la répartition des quotas. Vous connaissez peut-être ce rapport de l'autorité de la concurrence. Il a été rendu en 2015. Et si on lit bien, on se rend compte qu'ici, à cette page, l'autorité de la concurrence dit « La répartition des quotas selon le critère d'antériorité permet aux navires bien dotés de bénéficier d'un avantage concurrentiel indu ». Elle parle même, si on va un tout petit peu plus loin ici, de discrimination envers les nouveaux entrants. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous me dites, les critères à l'antériorité, c'est parfait, et quand on lit ce que dit l'autorité de la concurrence, ça n'a pas l'air d'être parfait. Alors, on ne dit pas que c'est parfait, on dit que c'est le mode de répartition qui nous convient. D'accord. Il y a d'autres modes de répartition. Alors, il faut savoir jouez un peu sur les mots, parce que vous dites ça vous convient, donc c'est que c'est bien. Ça correspond aux attentes de nos adhérents. Nos adhérents sont adhérents
à notre structure et nous, on défend leurs intérêts. Donc, ces intérêts correspondent aux intérêts de nos adhérents. Alors, en consultant la liste des autorisations de pêche au thon rouge, on a découvert qu'un certain nombre de bateaux de la petite pêche, eh ben, en fait, ils appartiennent à des armateurs de thoniers. Donc, c'est de la petite pêche, mais détenus par des gros armateurs. Alors, si vous voulez bien, on va regarder ensemble. Voilà, tout ça, c'est des bateaux de petite pêche, mais qui sont détenus par des thoniers seineurs, c'est-à-dire par des gros thoniers. Et quel est le quota attribué par notre OP à chacun de ces navires? Dites-le nous. Très faible, puisque ces navires n'ont pas d'antériorité, ou pratiquement pas d'antériorité. Ces navires de la petite pêche, c'est quoi très faible? Quel quota? Dites-moi. Moins d'1 tonne par navire. Moins d'1 tonne par navire. Moins d'1 tonne par navire. D'accord. Parce que là, nous, sur 2 frères 1, 2, 3, 4, d'après nos informations, là, il y a 33 tonnes de quota sur ces 4 bateaux. En 2018, je ne sais plus, mais en 2017, il y a eu 32 tonnes transférées des seineurs à ces bateaux-là. Eh ben, c'est beaucoup, c'est pas 1 tonne par navire. Là. Je reviens sur ce graphique-là qu'on a regardé en début d'interview. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que là, on a les 89% pour 20 bateaux, là, ici. Et là, on a donc les 11% pour 120 bateaux. Mais quand on sait que dans ces 120 bateaux, il y a quand même des bateaux qui appartiennent à ces gens-là, ça veut dire que le quota, il est encore plus important que 89%. Oui, si vous voulez. Ben, c'est pas si je veux, c'est la vérité. Ben, ces petits métiers, ils sont exploités par des marins-pêcheurs. Mais je vous dis pas le contraire. Voilà. Ah non, je vous dis pas le contraire. Je vous dis que là, cette part du gâteau, elle est déjà importante. Mais quand on se rend compte que ces gens-là ont une partie de ces bateaux-là, ben, ça veut dire qu'ils ont une partie de ce camembert-là aussi. Et si, exactement. Ouais, donc ça fait beaucoup, quoi. C'est plus que 89%. Si vous le dites. Ah, mais c'est pas que je le dis. Depuis cette interview, certains gros armateurs ont vendu une partie de leurs petits bateaux, mais pour les remplacer par des petits navires encore plus performants. Les armateurs de thon rouge concentrent les quotas. Mais ils ont aussi concentré les aides publiques. Et ça, nous l'avons découvert en examinant les fichiers de subventions. À Cache Investigation, on fait aussi de la déco. Du papier peint avec plein de belles lignes de subventions dessus. Des milliers de subventions qui ont été accordées à la pêche. 20 000 lignes au total d'aide publique versées par l'Europe et par l'État français en 22 ans. Ce sont Claire Nouvian et Frédéric Lemanac qui ont réussi à se procurer ces fichiers. On peut récupérer le décor. Je vais en faire mon papier peint pour ma chambre. Leur association, Bloom, se bat pour une pêche respectueuse de l'environnement. Ils ont dû mener une longue bataille avec l'administration française pour récupérer tous ces documents. Donc ça, ce sont tous les fichiers que vous avez récupérés, mais grandeur nature. C'est ça, grandeur nature, donc des fichiers qu'on a mis quand même pratiquement 3 ans à récupérer. Donc là, il y en a pour 1,5 milliard au mur, quand même, de subventions publiques. 1,5 milliard d'euros. Oui. Quand on regarde qui récupère ces subventions-là, c'est surtout les grandes entreprises qui vont capter la majorité des subventions. De ces 20 000 lignes, nous avons extrait les subventions qui concernent les thoniers du thon rouge. Ah oui, on voit qu'il y en a qui ont touché ce qu'il fallait. 1,4 million, 1,4 million, c'est que du thon rouge. C'est bien, ça rapporte le thon rouge. Une pêche qui a été largement subventionnée. En tout, nous avons identifié plus de 32 millions d'euros. Grâce à de l'argent public, le clan des Sétois a financé la construction de ces bateaux, puis leur modernisation. 32 millions d'euros pour une quarantaine de bateaux et une vingtaine d'armateurs. Déjà, vous, ces chiffres-là, qu'est-ce que ça vous inspire? On a financé des capacités de pêche qui sont absolument délirantes et qui ont amené, en fait, à la surexploitation du stock. Et tout ça, en fait, quand on regarde les attributions de subventions, ce ne sont pas ceux qui génèrent une pêche côtière durable, ce sont toujours les grands industriels qui, aujourd'hui, du coup, ont une surcapacité de flotte complètement délirante. La plupart du temps, ils sont à quai. Parmi les plus grosses sommes versées aux patrons thoniers, un intitulé nous intrigue. PSF, pour Plan de sortie de flotte. C'est quoi encore ce nouvel acronyme? Pendant la crise du thon rouge, les armateurs qui acceptent d'envoyer leurs bateaux à la casse et de ne plus pêcher reçoivent des subventions. De belles subventions. Le Roger Christian 4, par exemple. Mis à l'eau en 2005, il ne pêchera que 6 ans. Entre les subventions à la construction et les subventions à la sortie de flotte,
Cela fait 2,5 millions d'euros. Même chose pour le Saint-Antoine-Marie II. Il n'a pêché que 7 ans. En tout, 2,8 millions d'euros ont été alloués à ce bateau. Peut-être qu'il n'a même pas besoin de pêcher, en fait. Ah oui, la pêche a été fructueuse, la pêche surtout à argent public. Une famille a profité pleinement de ce système. Celle de Jean-Marie Avalon. Voici comment il a procédé. D'abord, il rachète 4 tonniers avec du quota. Ensuite, il les inscrit dans un plan de sortie de flotte. Il touche ainsi des subventions, 6 300 000 euros au total. Ce n'est pas tout. Il va ensuite transférer les quotas de ses bateaux vers ses propres tonniers. C'est comme ça que la famille Avalon détient aujourd'hui près d'un tiers du quota français de thon rouge de la Méditerranée. Une belle opération financée à coups d'argent public. C'est une super stratégie d'agglomération, d'agrégation des quotas et que c'est vraiment un musellement de ce secteur-là par un individu. Vous posez la question à un pêcheur artisan, il va pas être vraiment content de voir que ces 6 millions d'euros-là, pour quelqu'un qui en fait a vraiment une stratégie de businessman ultra efficace, mais d'un cynisme incroyable. Le chef du clan des Sétois aurait donc réussi à capter des quotas ainsi que des subventions. Ça mérite bien un coup de fil à Jean-Marie Avalon. Oui. Bonjour, je suis Sophie Le Gall, je suis journaliste pour l'émission Cache Investigation. Oui. J'appelais parce que... Ah, mais j'ai rien à vous dire, madame. Moi, je sais pas... D'accord, mais moi, c'était simplement pour vous parler des 6 millions d'euros de subventions. Je ne vous parle de rien, madame. C'est juste Ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai laissé légalement. J'ai rien à vous dire, faites ce que vous voulez. Et laissez-nous dans la paix du Seigneur. Merci. Sur ces mots, le Seigneur du thon nous raccroche au nez. Et à 7, que pense son représentant, Bertrand Wendling, de cette stratégie? Parmi vos adhérents, on est d'accord, il y a la famille Avalon. Oui. Elle possède, si je ne me trompe pas, mais Oui. vous allez me corriger si je dis une erreur, 1224 tonnes de quotas par an. Oui, je peux vous dire, mais c'est ça, possible. Oui, plus de 1000 tonnes cette année, oui. C'est ça, Oui. moi, 1224 tonnes. À elle seule, cette famille-là, la famille Avalon, elle concentre un tiers du quota français du thon rouge en Méditerranée. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je n'ai pas de jugement de valeur à porter. Ils ont des quotas importants parce qu'ils ont des antériorités importantes. Alors, nous, on a épluché les fichiers de subvention. Oui. Et on a découvert comment les Avalon avaient récupéré autant de quotas. Vous le savez certainement, je pense que je ne vais rien vous apprendre. Pendant la crise du thon rouge, les Avalon ont racheté 4 tonniers. Ils ont donc récupéré les quotas de ces bateaux. Oui. On est bien d'accord avec ça. Oui. Et c'est pas tout, parce qu'en fait, ces bateaux qu'ils ont rachetés, les Avalon, ils les ont ensuite inscrits dans un plan de sortie de flotte. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont reçu des subventions de 6 millions d'euros d'argent public. Alors, je ne sais pas le montant total, mais nous aussi, regardez. Si vous le savez, c'est sûrement vrai. Regardez, on n'a pas fait le calcul au centime près, mais en tout cas, ça fait 6 337 000 euros de subventions d'argent public. Et ils ont gagné des quotas. Oui. C'est formidable. C'était une des clés de la sortie du plan de reconstitution. Pas assez de quotas par navire. Donc, une des solutions qui est apportée, et qui était une disposition qui était offerte au navire, qui a été utilisée par cet armement, pas le seul d'ailleurs, et qui a permis à l'armement de survivre à la situation et de se retrouver avec survivre à la situation, le mot est faible, hein. Parce que là, on survit bien, quoi. Oui, mais on a fait les efforts, on a utilisé un dispositif qui existait de plan de sortie de flotte, on a acheté des bateaux, on a transféré ces antériorités sur les navires restants. C'est une disposition qui était légale et qui était autorisée dans le cadre du dispositif. Alors, en consultant les fichiers de subvention, on a fait d'autres découvertes encore. C'est très étonnant, mais on s'est rendu compte que le Roger Christian IV, il est là, ici, là, on le voit, là, le Roger Christian IV. Ce Roger Christian IV, c'est un bateau qui pêche plus aujourd'hui. Hein. Entre sa construction et sa sortie de flotte, les armateurs ont touché 2,5 millions d'euros de subventions. Et est-ce que vous savez combien de temps il a pêché ce bateau? Non, je ne me souviens pas. 6 ans. D'accord. C'est pas mal. Oui. Autant d'argent public dépensé pour un bateau qui ne pêche que 6 ans, est-ce que c'est pas de la gabegie financière? En effet, je pense que l'Union européenne s'est posé quelques questions. Et d'ailleurs, si aujourd'hui les plans de sortie de flotte n'existent plus, c'est probablement en partie de ça. Accaparement de quotas, concentration de subventions, le clan des Sétois a raflé la mise sur le thon rouge. Et ce n'est pas tout.
L'un de ses membres aurait même trouvé un stratagème pour augmenter encore sa part du gâteau. On l'a découvert en se baladant sur les quais. Des tonniers libyens sont amarrés en plein cœur de Sète. Des tonniers libyens, que peuvent-ils bien faire ici? On regardait le bateau parce qu'on était étonnés de voir qu'il était de Tripoli, ce bateau. Ouais. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il est à Tripoli. D'accord, mais qu'est-ce qu'il fait ici dans un port français? C'est ça qui m'étonnait. Il est pavillon libyen, mais c'est des Français qui travaillent dessus. Ah bon? Ça n'a rien à voir, ça. Ah d'accord. Ouais, c'est tout que les bateaux qu'il y a en Libye, quoi. Et sinon, ils n'ont pas un pavillon français dans ce cas-là Ah, je ne sais pas trop, hein. Et c'est qui le propriétaire? Monsieur Scanapieko. Raphaël Scanapieko. Il possède le Janvier Louis Raphaël, un tonnier qui détient l'un des plus gros quotas français. Amarré juste à côté, ce bateau libyen lui permet de pêcher encore davantage. Pourquoi? Il y en a déjà comme des photos et c'est mal passé. Ah d'accord. On plie les gaules et on se plonge dans les registres d'immatriculation des bateaux. Officiellement, l'Al Safa 4 appartient à une compagnie libyenne, la Safa. Qui est le propriétaire de cette compagnie? Retournons traîner nos guêtres du côté du bateau libyen. Là, nous tombons sur le frère de Raphaël Scanapieko, Janvier Scanapieko. Vous êtes parisienne, vous, non? Oui. Ça se voit ou ça s'entend? Ça s'entend, ouais. J'ai pas le même accent que vous. Il est commandant des navires de la flotte. Ah, c'est comme ça. Vous avez travaillé sur les bateaux libyens, les bateaux français? Tous, j'ai fait tous. Ah, ouais. Tous sont passés dans mes mains, tous. Ah, nous allons enfin en savoir plus sur ce mystérieux propriétaire libyen. Et vous le connaissez, le propriétaire du bateau libyen? Et moi, je l'ai vu une fois, mais je ne me rappellerai pas. Raphaël, il le connaît, non? Il a pas vu, lui, hein? Je pense. Je sais pas, moi, je l'ai pas. Non, vous pensez que votre frère le connaît pas non plus? Je sais pas, parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu le bordel, là. En Libye. C'est quand même bizarre, vous le connaissiez pas? Non, je l'ai vu une fois, mais je me rappelle pas. Ah ouais. Parce que attention, les Libyens, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est ma tante, c'est mon oncle, pour savoir la vérité. Au final, vous savez pas bien qui est le bateau, quoi? Le bateau, je sais pas, franchement. Les frères Scanapieko pêchent donc depuis des années sur un bateau dont ils ne connaîtraient même pas le vrai propriétaire. Bizarre, cette affaire libyenne. Une chose est sûre, l'Al Safa 4 leur permet de pêcher un joli quota, 128 tonnes. C'est donc 1 280 000 € qu'ils se partagent avec le mystérieux propriétaire libyen et qui s'ajoute aux 254 tonnes de leur bateau français. Un joli pactole. Et puis on finit par rencontrer Raphaël Scanapieko, juste en face du bateau libyen. Avec vous, me méfie avec vous. Pourquoi vous méfiez de moi? Parce qu'avec les journalistes, si c'est pour passer dans la poêle à frire, j'ai passé l'âge. Si c'est quelque chose qui est normal, je vais. Si c'est pour entrer dans des coups tordus, je rentre pas. Je vous parle franchement. D'accord. Bah, moi, je pose juste des questions, je suis journaliste, il n'y a pas de coups tordus. Voilà, hein. Voilà. Alors allez-y, je vous écoute. D'accord. C'est parti pour les questions sur le bateau libyen. Et vous, alors, vous avez combien de bateaux qui vont pêcher le thon rouge? Le thon rouge, on a un bateau qui est sur le thon rouge. Et vous avez aussi ce bateau-là, l'Al Safa 4? Le Safa 4, c'est de la gestion. Et les bateaux libyens qu'on a en gestion, qui appartiennent à des propriétaires libyens. Comme il n'y a pas de pêcheurs, c'est nous qu'on les gère. C'est pas vous le propriétaire? Ah non, pas du tout. C'est un bateau qu'on a en affrètement. C'est bizarre parce que moi, j'ai rencontré des marins qui me disaient que c'était vous le patron de ce bateau. Je suis le patron, oui, le capitaine. Capitaine, le gestionnaire. Mais après, les bateaux sont des Libyens. Il s'appelle comment, alors, le propriétaire? Le propriétaire, c'est M. Abdelaziz Khalifa. Vous pouvez nous montrer les documents? Oui. Raphaël Scanapieko accepte de nous présenter l'acte de propriété du navire. Antonia, on va qu'on va faire du bordel pour rien. Vous voulez savoir le propriétaire du navire? Mais il fallait Libye, là. Oui, il s'appelle comment? Aziz. Et alors, moi, est-ce que vous avez les papiers du bateau? Oui, c'est juste pour les voir, en fait. Non. Je vais pas vous faire voir, c'est quand même personnel, quand même. Non. Bon, finalement, Raphaël Scanapieko change d'avis.
Nous n'en saurons pas plus sur ce fameux Aziz. Reprenons l'interview. Et ça vous permet de jouer effectivement sur des bateaux français et sur des bateaux libyens et de pêcher sur les deux types de bateaux en fait. Ça me permet rien du tout. Ça me permet de travailler avec des bateaux français, ça me permet de travailler sur des bateaux libyens. C'est ça, mais ça vous permet de récupérer du quota en plus. Ça me permet de travailler. C'est une manière de contourner les limites de quota européen, parce que ça vous fait du quota en plus. Mais ça n'a rien à voir avec le quota européen. C'est en plus. Ça n'a rien à voir avec du quota européen. C'est légal, il n'y a rien qui l'interdit. Pêcher sous quota libyen, la combine n'a rien d'illégal. Mais il y a plus ennuyeux. Raphaël Scannapieco est mis en cause dans une toute autre affaire. Une affaire dans laquelle il est soupçonné de fraude au quota. Cette fois-ci, ça s'est passé sur ces bateaux français. L'armateur est mis en examen pour abus de confiance et déclaration mensongère à une administration. La justice lui reproche de ne pas avoir déclaré une partie de sa pêche. 379 tonnes de thon rouge en 2008, 22 tonnes en 2010, 58 tonnes en 2011. Ça en ferait des centaines de tonnes non déclarées. Vous êtes mis en cause dans des affaires de fraude au quota. Fraude au quota? Non, c'est terminé. Il n'y a rien. Moi, je ne suis pas auditionné pour fraude au quota. C'est déclaration mensongère à l'administration. Non. Et abus de confiance. Quand ça sortira... C'est la mise en examen pour vous, c'est ça? Mais quand ça sortira, vous le verrez. Pour le moment, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Parce que moi, je veux dire, j'ai quand même... Non, là, vous avez... Oui, mais là, regardez, là, par exemple, vous êtes ici. C'est très clairement écrit, effectivement, déclaration mensongère à l'administration publique en vue d'obtenir un avantage, abus de confiance, et on vous accuse de ne pas avoir déclaré correctement les quotas de thon rouge. On m'accuse de ne pas avoir déclaré, non pas de ne pas attendre. De ne pas avoir tout déclaré. Non, moi je ne suis pas pour ça. Attendez, qu'est-ce que je dois déjà dire à l'audience? Pour non-inscription au journal de bord, je ne suis pas dans la fraude, je suis pas dans... Là, c'est un package. Enfin, là, c'est ce qui vous concerne, oui, voilà. J'ai vu ce qui vous concerne. Ouais, attendez. Quand même, en garde à vue, vous avez admis que vous n'aviez pas déclaré la totalité. J'ai rien admis, moi, en garde à vue. Regardez, c'est marqué ici. Non. Voilà, attendu que notamment lors de sa garde à vue, Raphaël Scannapieco a reconnu ne pas avoir déclaré d'une part une quantité donc, de 7 716 kg d'autre part une quantité de 17 000. Non. Il précise que c'est volontairement qu'il n'a pas inscrit ses pêches sur les journaux de bord. C'est pas moi qui l'invente ça, monsieur Scannapieco. Non, ça c'est pas moi, vous avez... Attendez, regardez, Raphaël Scannapieco. Mais vous me montrez ces papiers. Oui, c'est pas moi qui l'ai dit ça. Eh bien, c'est pas moi qui l'ai dit, ça. Pour vous, tout ça, c'est faux. Vous n'avez jamais menti sur les déclarations. J'ai jamais menti sur les déclarations. Alors pourquoi la justice dit ça? La justice, c'est facile. Hein. Si, moi, je vous dis, votre mari vous fait cocu. Vous allez me dire... Je veux pas le rapport, là. Mais c'est exactement pareil. Ouais. Vous me dites que moi, j'ai fraudé. Moi, je vous dis, votre mari... Votre mari vous trompe pas. On m'a dit que votre mari vous trompe pas. La justice, c'est pas juste, on m'a dit que... Non, mais votre mari vous trompe pas, eh bien. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous êtes sûr? Eh bien, je vais le voir, et si vous me voyez divorcer, et là, c'est exactement pareil. Quand vous reviendrez... Si, le rapport, il est le même. Le rapport, il est le même. Alors, le lien entre cocu et fraude au quota, on vous avoue, on le cherche encore. D'accord, très bien. J'espère que tu as enregistré. J'espère aussi. Hein. Après tout, quelle importance lorsque l'on pêche l'un des plus gros quotas de thon rouge. Merci, monsieur. Merci. L'horizon s'annonce radieux pour les armateurs du thon rouge. Avec la reconstitution des stocks, les quotas vont augmenter ces prochaines années de 20% par an. Une aubaine pour les pêcheurs, mais qui pourrait se transformer en piège. Plus de thon rouge pêché, ce sont des prix qui baissent et surtout une espèce qui pourrait de nouveau se retrouver menacée.